Covid-19, Madame, Messieurs, a arraché à la République démocratique du Congo ses filles et fils. La grande question moins évoquée jusqu'ici, c'est la gestion des dépouilles mortelles des malades de cette pandémie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça devrait être fait? C'est la question principale que nous poserons aujourd'hui à notre invité, qui est aussi l'auteur de l'approche médico-légale de la gestion des dépouilles mortelles en cas d'épidémie ou de pandémie en République démocratique du Congo. Professeur Dr Tchomba Ondo, général médecin légiste, bienvenue. Merci. D'abord, vous avez une histoire particulière avec les dépouilles mortelles, c'est ça, les cadavres? Eh oui, je dirais que nous sommes des nécrologues. Nécro, c'est un corps sans vie. Hein, c'est un mot grec qui signifie corps sans vie. Le quare, c'est parler la langue du corps sans vie. Ça veut dire que l'examen de la dépouille mortelle nous permet de soupçonner de quoi cette personne est morte. Si la personne a été abattue par balle, l'examen de la lésion nous permettra de comprendre ce qui a pu se passer. C'est comme si la dépouille mortelle nous expliquait, docteur, il était à telle distance, il a tiré sur moi une ou autant de balles, d'après le nombre d'orifices d'entrée que l'on peut trouver. De la même façon, quel que soit le moment où on examine la dépouille mortelle, nous pouvons dire ce corps, le souffle de vie a quitté ce corps il y a une semaine, il y a un mois, ainsi de suite. Bien sûr, ce sont des études approfondies et qui nous permettent d'arriver à cela. Ça nous permet de comprendre aussi que la vie est tellement fragile et que souvent nous sommes inutilement vaniteux. Et chaque fois qu'on travaille sur des dépouilles mortelles, chaque dépouille mortelle nous renvoie à notre propre mort. Et quand ça nous renvoie à notre propre mort, ça suscite des questionnements. Et c'est pour ça qu'on apprend énormément et on se débarrasse des futilités pour aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'être utile pour les autres. Dans le contexte actuel de la pandémie de Covid-19, comment devrait-on enterrer les morts? Très bien, mais avant ça, il faut savoir que toute dépouille mortelle, qu'elle soit due à une maladie interne, quelqu'un qui souffrait du cœur, quelqu'un qui a fait 3 AVC, quelqu'un qui avait une insuffisance rénale, ainsi de suite, demeure toujours une bombe bactériologique, fongique et virale. Et par conséquent, on ne peut pas approcher, on ne peut pas manipuler une dépouille mortelle n'importe comment. Il faut des précautions. Mais pour ça, il faut être formé. Quand on n'est pas formé, on peut poser des actes qui peuvent être dangereux pour soi. D'où l'importance de former. Dans la situation que nous passons maintenant, ça devient une urgence. Vraiment, c'est non seulement une nécessité, mais une urgence. Pour le moment, grâce à Dieu, nous sommes à une dizaine, une vingtaine des compatriotes que nous avons perdus. Regardez ce qui se passe ailleurs. Ce qui se passe ailleurs, particulièrement aux États-Unis, en Italie, en France ou ailleurs, qui sont mieux équipés que nous, qui ont plus d'expérience que nous, qui ont plus de moyens que nous, qui ont autant d'ambulances de ceci que... mais qui n'arrivent pas à endiguer la pandémie. Ça signifie que si ça prenait cette ampleur chez nous, les décès iraient crescendo de façon exponentielle. Et il nous serait très difficile à ce moment-là de gérer toutes ces morts. Lorsqu'il n'y a que 3 ou 4, va encore. On peut les conserver 2 petites minutes et puis on va les enterrer dans des tombes individuelles. Mais lorsqu'on a 500, lorsqu'on a 1000, lorsqu'on a
2000 Quelle morgue. en une journée. Quelle est la morgue qui peut les accueillir? Quel est le cimetière qui peut accueillir tout ce monde-là? Comment on va les transporter jusque-là? Qui va s'occuper de prendre ces corps, et ainsi de suite? C'est là que la médecine légale intervient. Il faut former les gens qui seront chargés de manipuler ces dépouilles pour la lever, c'est-à-dire les prendre à l'endroit où elles se trouvent, les transporter jusqu'au véhicule qui doit les emmener jusqu'au cimetière. C'est une erreur de repasser par la morgue si des dispositions particulières et spécifiques n'ont pas été prises dans cette morgue où se trouvent des corps qui sont des morts d'autres causes. Déjà maintenant, il faut commencer à posage transitoire des corps et déjà maintenant anticiper et déterminer les sites d'inhumation où ces corps pourront reposer définitivement. Il ne faut pas attendre que nous ayons un nombre incalculable de morts dans les familles et sur les voies publiques pour commencer à se demander qui va faire quoi, comment, avec quels moyens, et on va les amener où, et là où on les amène, on va en faire quoi, ainsi de suite. C'est ça le travail de la médecine légale. Vous savez, il y a beaucoup de familles qui ont déploré le manque d'autopsie. Si on a 25 morts, on a quand même du mal à dire légalement que ces gens sont... Il n'y a pas eu d'autopsie. Ça, c'est une réalité. Et je suis peiné parce que c'est une faute grave. Le monde étant ce qu'il est, il y a des situations comme celle-ci qui donnent l'occasion à certaines gens de régler des comptes et de faire passer leur assassinat, leur empoisonnement, de ceci ou de... et faire passer cela, maquiller ça comme mort due à la pandémie. C'est là aussi l'importance de la médecine légale. On ne peut pas inhumer, enterrer quelqu'un sans l'identifier et sans savoir, sans connaître la cause réelle. C'est vrai qu'on peut mourir d'une autre cause que du virus. Mais comment départager si on n'a pas fait ce travail? Il est évident aussi que en période d'épidémie ou de pandémie, lorsqu'on a identifié le germe responsable, on prend des précautions tout à fait particulières pour approcher et manipuler les corps. Davantage encore lorsqu'il faut procéder à la nécropsie, ce que vous appelez autopsie. Ouais. Ces précautions, on les montre à ceux qui doivent faire ce travail. Donc ça demande une formation particulière, ciblée, et une préparation et un entraînement. On peut, quel que soit l'état du corps, on peut toujours faire une autopsie. Mais on ne fait pas ça systématiquement. Ici, on a raté l'occasion de faire ce travail qui nous aurait permis aussi de voir, de faire la différence entre les corps réellement morts du virus et les corps morts d'autres causes. C'est déjà pas mal. Les différents viscères, ça veut dire les organes internes. On verrait, par rapport à la normale, ça nous permet de voir comment agit le virus pour tuer. Est-ce que c'est dans les alvéoles que le virus se trouve? Les alvéoles sont ces poches qui captent l'oxygène de l'air. Est-ce que c'est dans les petites tuyauteries qui conduisent à ces alvéoles? Est-ce que c'est dans les vaisseaux sanguins qui sont bouchés, qui font que la personne, ne pouvant pas avoir l'oxygène, se meurt?
Ça, il n'y a que des études scientifiques qui peuvent le faire. Nous perdrons des occasions ainsi. C'eût été une contribution de la République démocratique du Congo au niveau de la science, au niveau international. Ouais, vous parlez de recherche scientifique, c'est justement peut-être une erreur d'avoir enterré tous les morts. Peut-être qu'on aurait gardé des cas assez spécifiques pour faire des analyses de façon un peu plus approfondie. La médecine légale l'aurait autorisé. Bien sûr, parce que c'est vrai que, bon, chez nous, la médecine moderne comme la médecine légale, ce sont des médecines d'importation. La population n'est pas habituée. Quand on dit médecine légale, les gens ne comprennent pas. Pour ceux qui ont quelque idée, ils se disent c'est la médecine des morts, c'est vrai. Mais la médecine légale ne s'occupe pas que des morts. Pas que des morts. 80% des activités de la médecine légale concernent le vivant. Viol, coups et blessures, des choses comme ça. Mais les 20% concernent les alentours, les contours, les détours, les pourtours de la mort. Donc, aucune facette de la vie d'un individu n'échappe à la médecine légale. Seulement, voilà, lorsque vous interrogez quelqu'un, c'est quoi la médecine légale? Tout de suite, il va vous dire, c'est la médecine des morts. Pourquoi est-ce que ces 20% d'activité frappent davantage les gens? La raison, c'est celle-ci. La mort, quelle qu'elle soit, surtout celle d'un proche ou de quelqu'un que l'on connaît, a ceci de particulier. Elle effraie et fascine à la fois. Et de un, c'est un événement. Et donc, ça suscite la curiosité. Mais c'est aussi un fait juridique qui a des effets de droit. Parce que ça vous ramène à votre propre mort. À partir du moment où vous êtes face à la possibilité de vous retrouver dans la même situation, ça génère chez vous une sorte d'anxiété qui grandit et qui devient une peur panique. C'est ça la différence. C'est pour ça que la mort a ça de particulier. Mais alors, on ne peut pas inhumer quelqu'un sans l'identifier. Parce que ce quelqu'un a appartenu à une famille, et ainsi de suite. La perte d'un être cher, c'est un traumatisme psychique incommensurable pour la famille. Et donc, parallèlement à la gestion, à la prise en charge digne et le respect que l'on doit à nos morts, il faut songer aussi à prendre en charge, à accompagner les familles éplorées. Vous voyez, c'est pour ça que le premier pas, c'est de leur fournir les réponses précises à leurs préoccupations. De quoi est mort notre être cher? Vous ne pouvez pas le sucer du pouce. Il faut examiner. Et quand vous avez examiné, vous pouvez dire c'est ça, cela. À partir du moment où la famille le sait, elle peut commencer son travail de deuil, c'est-à-dire cette transition très difficile qui fait qu'on accepte plus ou moins la perte définitive de l'être cher. C'est ça qui fait mal. C'est ça qu'on appelle le travail de deuil. Et quand on n'a pas vu l'être qui a disparu et on l'a enterré, on ne sait pas où il est, on ne peut pas faire son travail de deuil. On est toujours dans l'attente éventuelle de le retrouver un jour. Comprenez? C'est ça le travail aussi de la médecine légale. Qui établit le certificat de décès? En principe, tout médecin peut établir le certificat de décès. C'est sa prérogative. Lorsque la cause du décès est endogène, ça veut dire interne, comme je vous ai dit, quelqu'un peut souffrir du cœur, du foie, des reins, ainsi de suite. On sait que cette personne était malade du cœur. Le jour où cette personne nous quitte, on s'y attendait. Mais le jour où elle nous quitte, ça choque toujours. Toujours. Bien. Ça, c'est ce que l'on qualifie de mort naturelle. Là, tout médecin peut délivrer un certificat de décès pour un décès de cause naturelle.
dès lors qu'un décès suscite des questionnements, ce décès entre dans le cadre des morts suspectes. Et toute mort suspecte relève de la justice et par conséquent de la médecine légale. Et c'est le médecin légiste, cette fois-ci, qui pourra délivrer le certificat de décès. On a dit aux gens il fallait un nombre très limité lors de l'inhumation des personnes, lors de l'inhumation, oui, des morts de Covid-19, qu'on ne devrait pas se rapprocher des corps, même si lors de l'exécution, on a quand même vu un certain déséquilibre, selon que certains étaient un peu plus avisés ou à des sphères plus rapprochées d'eux, et puis voilà. Mais vous, comment vous aviez analysé cette situation? C'est ce qu'il fallait? Il y a eu des choses qui ont manqué? Oui. La mesure de restreindre le nombre de personnes qui accompagnent la dépouille mortelle, c'est une très très bonne mesure. La mesure de conduire directement de la morgue à la nécropole la dépouille mortelle, c'est une très très bonne mesure. Seulement voilà, en période d'épidémie ou de pandémie, un corps décédé de l'épidémie ne peut plus revenir à la morgue. Ça représente une bombe. Parce que le corps ne va pas rester comme du plastique. Il va se mettre à se décomposer. Et quand il se met à se décomposer, il dégage des odeurs, il change de couleur, il gonfle, il y a des liquides qui contiennent des milliards de germes. Tout contact de quoi que ce soit des objets, que ce soit un autre corps, ces microbes vont aller dans cet autre corps. Et les gens qui travaillent, les agents qui travaillent dans les morgues, sont les premiers exposés, davantage encore s'ils n'ont pas été prévenus. Mais avec la psychose que ça génère, dès qu'ils sauront que ce corps est dû au virus, ils auront peur de le toucher. Et s'ils ont peur de le toucher, ils ne vont pas faire le travail convenablement. Et comme on tient toujours à accompagner la dépouille mortelle, on tient toujours à accompagner l'être cher, la famille voudrait toujours être là pour voir ce qui se passe. Ce faisant, en s'approchant de trop près, elle s'expose à la contamination. Donc, c'est une bonne mesure de restreindre cela. C'est vrai, la souffrance, chacun la vit et l'exprime à sa façon, d'après les cultures, d'après beaucoup de choses. Chez nous, on se roule par terre, on crie, on déchire les habits, et ainsi de suite. Dans d'autres cultures, devant une dépouille mortelle, c'est le recueillement, c'est la dignité. Quelle que soit la souffrance, on se contient, on n'explose pas. Vous voyez? Bien, mais il faut respecter ça. Si l'autre, c'est trop fort, et il doit se rouler par terre, oh, il ne faut pas le condamner. Il faut comprendre qu'il est au-delà de ce qu'il peut supporter. C'est ça la raison pour accompagner psychologiquement les familles endeuillées. Donc la mesure reste bonne et il faut l'accompagner des restrictions. Il faut l'accompagner de certaines mesures pour protéger ceux qui sont encore en vie. C'est pour ça que l'on enterre ceux que le Seigneur a appelés à lui. Pour ne pas, parce que leur place n'est plus parmi les vivants. Leur place est dans leur demeure définitive à la nécropole. Alors, imaginez un peu, tout le monde, c'est comme ça que vous dites, hein, à Katimoto. Vous l'amenez là où se trouvent les morts, et puis la personne se réveille. Ça, apparemment, les gens qui travaillent dans des morgues n'aiment pas. Ils vous achèveraient à la première occasion. Pas du tout, mais c'est ce que l'on dit. Les gens disent qu'ils vous achèvent. Non, ça c'est encore l'imagination des Quinois. L'imagination des Quinois est extraordinaire, elle est infinie. Oui. Hein? Mais ça ne se passe jamais comme ça.
Comment on peut tuer quelqu'un? Dès qu'il y a un tout petit espoir de vie, c'est tout de suite l'hôpital pour le réanimer et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Général, c'est vous qui parliez du bombe à retardement qui constitue les cadavres. Oui. Mais pourquoi jusqu'ici la RDC n'a pas milité pour limiter justement ces dégâts? La façon dont nous pleurons nos morts est quand même trop spectaculaire. Ça nous expose mieux que tous les autres pays, et même que les provinces déjà d'ici. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Bon, ça c'est aussi la mentalité. La culture et aussi l'éducation. Il y a un tel laisser-aller ici qui fait que les gens font du n'importe quoi. Comme il n'y a pas une critique et un suivi restrictif, les gens se permettent tout. D'où les antivaleurs qui prennent le dessus sur les valeurs. À force de trouver normal ce qui est anormal, on finit par s'en accommoder et donc ça ne vous gêne pas. Regardez les immondices, on passe, on les voit, la première fois qu'on voit, ça frappe. Deuxième fois, troisième fois, on passe, on les regarde sans les voir. Ça ne vous émeut pas. Et c'est la même chose dans la conduite des gens, ainsi de suite. Lorsque un enfant fait une bêtise, si vous ne corrigez pas, il ne saura pas si ce qu'il a fait était une bêtise. Il le fera normalement. Et le jour où vous lui faites la remarque, il va trouver anormal parce que tout le temps il le faisait, vous ne l'avez pas puni. C'est ce qui se passe avec le quinoa en général. On l'a tellement habitué à faire du n'importe quoi, on trouve ça normal, au point que il lui est difficile de faire la différence entre quelque chose d'important et de grave, parce qu'il minimise tout, au point de ne pas reconnaître, de ne pas comprendre que le virus ici, cette maladie tue réellement. C'est le jour où lui-même va mourir, où son enfant chéri va mourir, qu'il va comprendre. Et alors, quand ça va frapper beaucoup de monde, c'est pour ça que je dis, prions Dieu. Le vrai docteur, c'est lui, pour que nous ne connaissions pas une montée exponentielle du nombre des décès, parce qu'on n'est pas capable de gérer tous ces corps. C'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme, pour que l'on se prépare déjà, que l'on anticipe, que ça vienne, on est prêt. Que ça ne vienne pas, tant mieux, mais on sait ce que l'on devrait faire au cas où on serait face à face avec une telle tragédie. Quel est votre degré de collaboration avec le comité multisectoriel de riposte? 0. Comment ça se fait? C'est ainsi chez nous. Alors que dans tous les pays, la gestion des morts, surtout en période d'épidémie ou de pandémie, c'est une prérogative de la médecine légale. Chez nous, on ne connaît pas la médecine légale. Ouais. Je peux comprendre. La plupart des gens, ceux qui connaissent la médecine légale, ce sont ceux qui ont eu maille à partir avec la justice. Soit qu'ils aient été victimes, soit qu'ils aient été poursuivis, et ainsi de suite. Les autres, la grande majorité de la population ne connaît pas la médecine légale. Elle commence à connaître la médecine légale en suivant les séries à sensation, là, Enquête impossible, des choses comme ça. Ça remet. Mais le vécu de tous les jours fait que la médecine légale, qui n'est pas une discipline médicale comme la médecine interne, la chirurgie, la pédiatrie, la gynéco, auxquelles les gens sont habitués, ce sont des disciplines hospitalières. Mais la médecine légale est une discipline à part. Elle est davantage plus tournée vers la justice que vers les hôpitaux. C'est pour ça que la médecine légale n'est pas assez connue. Malgré ça, nous faisons ce que nous pouvons pour qu'elle soit connue, pour que la population se l'approprie. Toutes les populations qui se sont appropriées la médecine légale, les choses ont changé dans leur milieu. Un médecin qui commet une faute,
Si vous ne connaissez pas vos droits, et si vous ne savez pas que la médecine légale, c'est un instrument que vous pouvez utiliser pour prouver la faute du médecin et que celui-ci répare le dommage qu'il vous a causé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez rien faire. C'est pour ça que votre contribution est précieuse, parce qu'il faut faire comprendre à notre population qu'ils ont la médecine légale. C'est vrai que j'ai formé un certain nombre de jeunes médecins très courageux qui évoluent, qui peuvent faire des autopsies, on appelle ça nécropsie, et qui font des rapports qu'ils vont défendre devant les cours des tribunaux tout à fait impeccablement. Donc, il faut multiplier cela, et ce n'est pas évident, parce qu'il y a des freins culturels qui font que approcher une dépouille mortelle, ce n'est pas facile, et beaucoup de gens ont peur. Ça aussi lié à la culture. Ne touche pas une dépouille mortelle qui veut. Il y a des gens, même dans la famille, on choisit qui peut faire ça. Nous, quand on était petits, on ne pouvait jamais s'approcher d'un cercueil ou ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, il y a des bouts d'hommes comme ça qui regardent, et bien, c'est comme ça que vous appelez. Ouais. Ça ne leur dit rien. À partir du moment où ils n'ont même pas le sens de cela, comment voulez-vous qu'ils respectent une dépouille mortelle? Comment voulez-vous qu'ils se conduisent en toute dignité quand on doit rendre hommage, un dernier hommage à l'être cher? Ils vont venir enlever le couvercle du cercueil, courir avec ça pour qu'on les paye. Cette culture vient d'où? C'est ça qu'il faut corriger. Mais il faut sensibiliser et éduquer. On a quand même vu récemment, avec ce problème de pandémie, certains patients décriaient beaucoup d'effets qui, visiblement, on pouvait dire qu'il y a eu quelques personnels soignants qui n'auraient pas respecté leur déontologie, parce que la déontologie médicale, ça au moins, ça se sait. Mais lorsqu'on ne sait pas auprès de qui poser son problème, et encore qu'il faut prouver que sur le plan légal, sur le plan médical, un médecin a failli, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'entre eux, en tant qu'un corps, ils savent bien se couvrir. Faux. Et voilà. Ah, c'est faux ça. Ah oui, oui, tout à fait. Ce que vous dites déjà, c'est bon, mais que les gens s'imaginent. Vous avez raison de dire, les gens s'imaginent que les médecins se couvrent entre eux. Retenez, maman. La médecine légale, c'est la ligne de démarcation entre les charlatans, c'est-à-dire les mauvais médecins que la justice doit poursuivre, et les bons médecins que nous essayons de former, que la justice doit protéger et encourager. Il faut retenir ça. Donc, il faut que notre population comprenne que quand un médecin commet une faute, ils doivent porter plainte. Comme c'est eux qui portent plainte, ils doivent apporter la preuve. Mais pour apporter la preuve, c'est la médecine légale qui est là pour apporter la preuve. Alors, pourquoi vous êtes le seul médecin légiste en RDC? Très bonne question. Quand je suis revenu d'Europe, c'est la première chose que j'ai constatée. Il n'y avait pas de médecine légale. Non. J'ai frappé à toutes les portes des universités pour que l'on instituât une chaire de médecine légale pour former les médecins légistes. On m'a poliment fait comprendre qu'on allait attendre, on allait le faire. C'est depuis 2002. Ça a duré. Mais quand il y avait des problèmes qui nécessitaient l'intervention du médecin légiste, on venait me chercher. Enfin, la justice venait me chercher. Et ce sont les magistrats qui m'ont dit, vieux, si vous avez les moyens, créez votre cabinet de médecine légale, nous allons travailler ensemble, puisque c'est moi qui fais tous les rapports. C'est ainsi que j'ai commencé à encadrer ceux de mes étudiants qui montraient leur passion, leur intérêt à ma discipline. Et de fil en aiguille, j'ai compris qu'ils devaient bénéficier d'une reconnaissance. C'est pour ça qu'il fallait officialiser leur formation. C'est ainsi que l'on a créé l'Institut facultaire de droit et des sciences médico-légales, qui se trouve non loin d'ici, à la Cité Verte.
Et vous avez déjà formé combien ou combien sont en cours de formation? Jusqu'à présent, il y en a 6 de la... Non, qu'est-ce que je raconte? 8 de la première promotion qui n'attendent que de prêter serment et d'être inscrits au tableau de l'ordre derrière moi. Au tableau de l'ordre des médecins, dans ma spécialité, je suis tout seul. Dans tout ce pays, vraiment, Voilà, c'est catastrophique. vous êtes tout seul. Voilà, Quel c'est ordre! un triste record. C'est pour ça qu'il fallait former. De toute façon, ce qui n'est pas partagé est perdu. Nous sommes des passagers. Le peu que je connais, mais que je connais bien, je tenais à le transmettre aux autres. Mais pas à n'importe qui, à ceux qui montraient leur intérêt, et c'est pour ça que ça marche. Parmi ceux-là, il y en a déjà 3 qui sont en perfectionnement en France. Oui. Et quand ils reviennent, ils vont prêter serment et ça va aller. Alors, votre dernier mot par rapport à cette pandémie, par rapport à ceux qui la gèrent au quotidien, mais aussi par rapport à nos communautés. Le mode de transmission du virus, c'est par des gouttelettes de salive ou d'aérosol lorsqu'on éternue, lorsqu'on tousse, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on doit se protéger et protéger les autres. C'est ici qu'il faut appliquer vraiment la devise des mousquetaires. Un pour tous, tous pour un. Lorsque je me protège, je barre le passage au virus. Et donc, je protège tous les autres. Si tous les autres faisaient la même chose, on s'en sortirait. Donc, il y a moyen, malgré le peu de moyens financiers et autres que nous avons, si on était discipliné et qu'on appliquait ceci, compte tenu de chaque situation, bien entendu, ceux de la Gombe ne sont pas ceux de là en dessous, hein, là où il y a des érosions, il y a ceci. C'est pour ça que le message doit être ciblé et voir à qui on s'adresse, les difficultés que rencontre cette population, pour voir comment faire appliquer ces mesures pour sauver ces populations-là. Donc, en un mot, il faut savoir que la maladie existe, il faut savoir aussi qu'elle est très grave, mais qu'elle est facile à éviter. Et pour sauver notre communauté, pour sauver notre population, il suffit d'appliquer les mesures que l'on vous répète à longueur de journée et de croire que nous allons de toute façon vaincre cela parce que c'est ainsi que les choses doivent être. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Continuez à prendre soin de vous. Amen. Et des rares médecins légistes en cours, Oui. parce que le pays en aura besoin. Merci de tout cœur. Merci Mesdames, de tout Messieurs, c'est ici qu'on marque un stop à notre Stop Covid du jour. Continuez à prendre soin de vous. Au revoir.